souvent, les gens me demandent c'est quoi le déclic. Il n'y a pas de déclic. Je ne peux pas vous dire de déclic. Ça m'a toujours intéressé. Et d'ailleurs, je trouve les histoires de déclic sont un peu dangereuses parce qu'elles laissent supposer que soit vous êtes un jour frappé par la révélation et vous allez vous plonger, soit ça n'arrive pas et ça vous donne comme une excuse. Combien j'en ai entendu qui me disaient « Ouais, mais j'ai jamais rencontré le prof, j'ai jamais eu le déclic ou qui sait quoi ?» Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne question. La bonne question, c'est est-ce qu'on est prêt à se plonger dedans et à se mettre dans le dérangement que ça suppose? Parce que la vie du chercheur, que soit le chercheur de la classe de 4e qui est là en train de trimer pour comprendre si le triangle est rectangle, ou le chercheur du monde universitaire international, c'est une vie de dérangement, où sans arrêt on est là en train de se dire je comprends pas, je ne sais pas, je maîtrise pas, je croyais comprendre mais finalement j'ai pas compris, et toujours cette maîtrise, ça a été là, mon plaisir, un plaisir un peu comme celui, je sais pas, d'une enquête policière, d'un jeu, d'un détective, d'un Scrabble, d'un Sudoku, je ne sais pas. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bel été et que pour celles et ceux qui ont pu, vous en avez profité pour vous reposer et vous ressourcer. Comme vous avez pu le constater, je ne vous ai pas oublié pendant cette pause estivale et je n'ai pas été avare en contenu. Entre le format, les recos de l'été et les épisodes bonus consacrés aux cartes blanches des invités ou chroniques des intervenants et intervenantes régulières, j'ai bon espoir que vous avez trouvé de quoi patienter en attendant la reprise de la saison 3. Et quelle reprise! Pour cet invité spécial, je reprends le format des saisons précédentes pour une discussion plus intime en tête-à-tête. Pour les fans du nouveau format, n'ayez crainte. Dès l'invité suivant, on retrouve Ayman, Nastasia et Nina pour des discussions à plusieurs et leurs chroniques tant attendues. Mais donc, comme je le disais aujourd'hui, dans ce tête-à-tête, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Cédric Villani, mathématicien, ancien député, grand vulgarisateur et médaillé Fields, parmi encore bien d'autres casquettes. Mais ai-je encore besoin de le présenter tant sa figure est ancrée dans la sphère publique? Dans cette première partie de l'entretien, on revient sur son parcours depuis le lycée jusqu'à son doctorat. On y découvre la passion qu'il cultivait pour la biologie pendant son enfance, son obsession pour la manipulation d'objets mathématiques et sa mue, pendant ses années à l'ENS, de jeune homme timide parlant peu à son personnage actuel, éloquent, doté d'une grande ouverture sociale et toujours vêtu de son célèbre costume 3 pièces. On aborde également sa période en thèse, les questions mathématiques qui l'ont intéressé, liées au domaine des EDP, équations ou dérivées partielles, et les difficultés qu'il a affrontées. La plus grande ayant été de trouver la motivation pour reprendre le chemin du travail, délaissé au profit de nombreux engagements dans la vie étudiante, dont sa présidence du bureau des élèves. Je trouve toujours fascinant de découvrir la genèse des scientifiques et de comprendre ce qui les a mis sur le chemin vers leur carrière. C'est ce dont vous aurez un aperçu dans cette discussion que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Cédric et que je suis ravie de vous partager. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tête à Tête chercheuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Cédric Villani, professeur à l'université Claude Bernard Lyon 1, et parmi ses très nombreux prix, dont on aura peut-être l'occasion de parler, médaillé Fields. Comment est-ce qu'on se connaît ? J'aime bien toujours mettre un peu de contexte sur les invités que je reçois. Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer Cédric lors d'une soutenance de thèse, pour la première fois. Donc, je faisais partie du jury et il était le président. Et puis, depuis, j'ai eu l'opportunité de le découvrir un petit peu plus quand j'ai rejoint le comité d'organisation de Festumpi, dont il est l'un des instigateurs aux côtés de Dionysios Dervis-Bournias, chef d'orchestre de haute renommée. Qu'est-ce que c'est que Festumpi ? Alors, c'est un événement hors du commun ayant lieu chaque année en Crète qui mélange école d'été, conférences de mathématiques, conférences de musicologie, concerts de musique classique accessibles à tous et à toutes et exposés grand public. Tout un programme. Donc, bonjour Cédric, avant tout. Merci. Bonjour Nathalie. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et avant qu'on démarre le déroulé classique de l'émission, est-ce que tu souhaites ajouter un mot sur cet événement ? Oui, d'abord, un événement qui me tient énormément à cœur. Comme tu l'as bien dit, je l'ai cofondé avec Dionysios Dervis-Bournias. Et on est une quinzaine d'organisateurs derrière, tant côté mathématiques que côté musique. D'abord, on croit très fortement au dialogue entre mathématiques et musique,
pas forcément tant au point de vue de la technique que du point de vue de la culture, de la façon d'aborder les questions artistiques, la représentation du monde et tout le reste. L'ambiance, et ça nous occupe une quinzaine, toujours la deuxième moitié de juillet, chaque année. Ça se passe en Crète et c'est tout un beau programme où on a des stimulations intellectuelles extrêmement agréables. Et je tiens à te rendre hommage pour ton rôle très actif dans le comité d'organisation. Cette année, par exemple, c'est toi qui nous as mis en contact avec une spécialiste de théorie cinétique quantique qui nous a fait des exposés merveilleux, une professeure italienne qui est en poste en Suisse. Et c'est, je dois le dire, pour ça que j'ai accepté tout de suite ta invitation au podcast, malgré un emploi du temps bien riche. Oui, on reviendra d'ailleurs là-dessus. Je t'en remercie encore, merci beaucoup. Alors, je vais te présenter le plan de l'émission. Donc, d'habitude, on commence par revenir sur ta carrière depuis le début jusqu'à, on va dire, le doctorat. Ensuite, on passe du temps sur, souvent, la carrière de chercheur-chercheuse. Alors toi, on verra justement les multiples facettes de ta carrière. Un labyrinthe dans lequel je me perds moi-même. Il y a de quoi, effectivement. Et on finira avec ta carte blanche. J'ai plutôt l'habitude de recevoir majoritairement des chercheurs et chercheuses plutôt en début de carrière, même s'il y a eu quelques exemples avec des chercheurs et chercheuses plus expérimentés, comme j'ai eu la chance de pouvoir recevoir Laure Saint-Raymond, Hugo Duminil-Copin. Et ce qui m'intéresse avec ce profil de personne, c'est que ça permet d'avoir un regard avec un recul un peu sur la profession. Ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'en plus de donc bénéficier de ton expérience, ton recul sur le métier, toi, en plus, avec la pluralité de casquettes, de responsabilités que tu as portées, ça va donner encore une autre dimension à cette partie. J'espère. Est-ce que je suis le doyen de tes invités ? Est-ce que tu es plus vieux que Laure et Hugo ? Ouais, j'ai connu Laure a 1 ou 2 ans de moins que moi et Hugo est plus jeune. Oui, je pense que Laure a 2 ans de moins que moi. Ou 1 an. En tout cas, je suis plus âgé qu'elle. Donc, ça fait de toi le doyen de l'émission. Tu es honoré de ce titre, n'est-ce pas ? Très honoré. Je n'en doute pas. J'avais l'habitude, tu vois, c'est toujours pareil. En début de carrière, on commence, quand on se débrouille, on se retrouve le plus jeune ici, le plus jeune là, le plus jeune recruté prof ici, le plus jeune là. Et puis on termine, on se retrouve le plus ancien ici et là. Eh bien, écoute, ravi que tu aies accepté pour pouvoir porter ce titre. Et donc, comme je disais, la pluralité des casquettes, quand j'ai préparé l'émission, m'a impressionnée. Parce que, donc, comme toujours, je demande le CV et je lis le CV. Et je veux dire que le foisonnement d'entrée m'a un peu donné le tournis. Moi, des fois, qui ai l'impression de faire beaucoup de choses, en fait, je me suis dit, non, pas tant que ça. Donc, on reviendra sur ce point et peut-être sur ton secret d'organisation pour mener tout ça de front quand on sera dans la seconde partie de l'émission. Et avant tout, on va faire un bond dans le temps. On va revenir en arrière et on va revisiter ton parcours depuis le bac. Donc, on va commencer avec le bac. Est-ce que tu peux nous dire en quelle année et où tu as passé ton bac ? J'ai passé mon bac en 1990 à Toulon. J'ai vécu ma petite enfance en Corrèze, dans la campagne, pas loin de Brive. Je suis né à Brive. J'ai grandi à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, tout près de Brive. C'était un vrai patelin bien rural et je revois encore les plus anciens souvenirs que j'ai, le grand jardin, la ferme juste à côté, les vaches et les cochons. J'étais tout surpris lors de mes déplacements de constater qu'il n'y avait pas des vaches partout. C'était ma petite enfance. Et enfance bien paisible où mes parents étaient très heureux, je crois. Et puis, pour diverses raisons, on a déménagé. Ensuite, on s'est rapproché du reste de la famille sur la côte varoise, la côte d'Azur. Et donc, j'ai grandi ensuite à la Valette du Var, au pied du Mont Coudon, tout près de Toulon. Et c'est là que j'ai suivi mon collège, puis mon lycée. C'est là que j'ai passé mon bac en 1990, en tant que, à la fois, jeune geek, en tout cas pour l'époque, pas le genre hacker, pas le genre forcené, mais en tout cas quelqu'un qui avait
tanné ses parents pour acheter un ordinateur, un PC à l'époque où c'était pas courant, quelqu'un qui passait beaucoup de temps à apprendre à programmer en Basic puis en Pascal. Pas un assembleur comme les vrais geeks, mais quand même, le jeune qui passe beaucoup de temps sur le Pascal. Donc j'avais passé option informatique au bac. Et en bon fils de prof de lettres classiques, j'avais passé aussi l'option latin. D'accord. Et je m'étais bien débrouillé. J'étais le profil du petit très timide, dont on n'entend pas le son de sa voix, très très scolaire, qui apprend, lit énormément et qui se débrouille bien. Et j'avais majoré le bac dans mon académie. J'avais eu un droit aux honneurs de la presse. Wow. Var Matin était venu faire un reportage sur moi. Ah oui. Donc ça a commencé très tôt alors. Ouais, ça a commencé très tôt. Et je me souviens très bien de ce premier contact avec la trahison journalistique, si je puis dire, puisque le journaliste me demande qu'est-ce que j'aimais bien, qu'est-ce que j'aimais pas bien. Et j'ai parlé de la philosophie qui m'ennuyait. À cette époque-là, j'étais pas fan de philo. Ça a changé, mais à l'époque, j'étais pas fan. Et j'avais dit, mais ça, il faut pas l'écrire. Évidemment, il l'a écrit. J'avais 16 ans, j'étais... premier contact avec la presse, première trahison. Et le journaliste avait écrit, alors ça c'est resté dans la légende familiale, mais c'était bien senti. Il avait fait un reportage sur elle et moi, et puis il y avait une fille brillante qui avait eu de super résultats côté littéraire. Moi, elle était côté matheux. Et il avait parlé de Cédric. La fille, c'était le feu, et moi, j'étais la glace. Et Cédric, le monument humain à la gloire de la timidité. Ça, c'était moi. Le Cédric d'avant la prépa, un Cédric avec une très riche vie intérieure, mais des contacts craintifs et très limités avec le monde extérieur. Et ça a changé en prépa, c'est ça ? Et ça a changé en prépa. C'est vrai, ça peut sembler paradoxal. La prépa, c'est une époque où on s'enterre, on devient les taupes, au sens propre du terme, on fuit la lumière du jour, on bosse jour et nuit. Et c'est un environnement que j'ai trouvé très épanouissant. Ça a été l'occasion d'être dans le bain, avec des dizaines de camarades, tous sélectionnés, qui étaient aussi très motivés par leurs études. Plus besoin de cette espèce de petite gêne où quand tu es passionné par une matière, tu as presque honte de le dire à tes petits camarades. Là, c'était la norme et tout le monde était là. On parlait de groupe, on parlait de diagonalisation, on parlait de ci, ça, jusqu'à 2h du matin. Et dans cet environnement de prépa, qui était aussi mon premier contact avec un environnement international et avec cette... notion de recherche, de contact direct pas avec la recherche vraiment en prépa, mais quand même être baigné des grands accomplissements des uns et des autres et de ce mode de compétition en un sens, c'est quelque chose que j'ai trouvé très épanouissant. Et puis ça a été prolongé ensuite par mon entrée à l'école normale supérieure, où là c'était ambiance différente. Autant j'étais... polar, comme on disait à l'époque en classe préparatoire, travaillant. Autant, une fois intégré, après quelques mois passés à travailler, je me suis mis à faire tout autre chose. Et beaucoup d'activités sociales, et ça a presque été la fin de ma carrière scientifique, avant même qu'elle ait commencé. Et je suis entré... École normale supérieure avec mon habit de topin, et, je sais pas, les pantalons de velours côtelé, la coupe sage et tout ça. Et puis j'en suis sorti avec le costume 3 pièces, les cheveux longs, président de l'association des élèves et un paquet d'activités. Donc cette mutation, elle s'est faite pendant la période entre le moment où je suis rentré en classe prépa et, disons, ma deuxième année ou troisième année d'école normale supérieure. J'ai certainement plus changé pendant ces 3-4 ans que pendant toutes les années depuis. Ouais. Ok, ouais, c'était vraiment le moment où tu as un peu forgé ton identité, quoi. Ouais, une fois dans un texte, j'ai fait un texte pour le lycée Louis-le-Grand, dans lequel une préface de leur ouvrage, dans lequel je parlais de mes années de classe préparatoire, et j'ai appelé ça le stade chrysalidique. C'est joliment dit. Ok, alors plusieurs choses qui me viennent à des interrogations dans ce que tu as dit. D'abord, tu dis que tu viens d'un milieu plutôt rural. Est-ce que dans ta famille, il y avait du coup des scientifiques Alors, rural, non, faut pas...
Ce serait un peu abusé, en tout cas pour le sens habituel. J'ai grandi en Corrèze, mais parce que mes parents étaient profs. D'accord. En Corrèze. Hein. Ils étaient dans l'éducation nationale. Ils ont fait leur carrière en commençant prof de collège et en terminant en prof de classe préparatoire, hein, en Cagne. Et à ce moment-là de leur carrière, tous les deux en lettres classiques, oui. D'accord. Et à ce moment-là de leur carrière, ils enseignaient à Brive. Ma mère en collège et mon père à l'Institut universitaire technique. Et donc, ça s'est fait à ce moment-là que j'étais en milieu rural. Mais mes parents n'étaient pas d'une culture rurale. Alors, le milieu de mes parents, pour le coup, c'est un milieu de profs. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'enseignants, quelques artistes. Et famille pied noir. Hein. Mes parents sont nés tous les deux en Algérie. D'accord. Les racines de la famille sont variées. Il y a du France métropolitaine, il y a du Corse, il y a de l'Italie, il y a de l'Allemagne, il y a du grec, du corse grec en particulier. Famille, ma majorité méditerranéenne, mais pas que, et très, 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 très voyageuse. Mais du coup, plutôt un contexte littéraire. Contexte alors, littéraire. Pourquoi les maths ? Enfin, déjà, on va commencer par, c'était quoi ton rapport aux mathématiques au lycée ? Et ensuite, pourquoi est-ce que tu as choisi d'avancer plus tôt dans les maths ? J'ai pas choisi, c'est les maths qui m'ont choisi, c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Faut bien comprendre ça. Je me suis pas vraiment posé de questions sur mon avenir, sur mes thèmes, jusqu'à ce que j'ai intégré l'école normale supérieure. C'était presque ça. Je me suis retrouvé porté par le flux. Mon sujet favori depuis tout petit, ça a toujours été la biologie, le foisonnement des animaux, l'évolution des espèces en particulier. J'étais le genre de gamin avec ces centaines de fiches sur tous les animaux imaginables. Du temps où c'était populaire, tu sais, les petites fiches avec les photos d'un côté, le petit texte de l'autre, bien avant les encyclopédies en ligne. Et lycée, mes héros, c'était Stephen Jay Gould et la foire aux dinosaures et tous ces ouvrages sur la préhistoire, La vie est belle et tout ça. Ou bien, comment il s'appelait, Bakker, l'auteur du Ptérodactyle rose et tout ça. Et ça, c'était vraiment mes sujets de cœur, toute cette diversité vivante. Darwin était mon héros. J'avais tout un ouvrage que j'ai encore... comment ça s'appelle, l'aventure de la vie ou quelque chose comme ça, un ouvrage qui devait être un ouvrage de Life ou Time au début, qui avait été traduit en français, où c'était la vie de Darwin, son voyage sur le Beagle, les Galapagos, des grandes planches illustrées avec les pinceaux. Je revois toutes les planches encore. Mais mathématiques, c'était le sujet qui allait de soi, qui se faisait tout simplement depuis toujours. Je trouvais ça intéressant, palpitant, que ce soit les parallélogrammes, que ce soit les longueurs. J'avais ces petits carnets dès la fin du collège, ces petits carnets dans lesquels je notais les théorèmes, les axiomes, la géométrie du triangle, la géométrie euclidienne en général était mon grand sujet. Je faisais des exercices par centaines en plus de ce que demandaient les enseignants, et ça me tenait vraiment à cœur. Je me souviens, je sais pas, la formule de Al-Kashi, si tu vois, tout ce genre de choses. C'était du familier pour moi. Et l'idée de passer des heures et des heures à réfléchir, à chercher la démonstration, c'était un truc dans lequel je me sentais bien. Mais c'est marrant parce que quand tu parles de la biologie, tu vois, tu as l'air de décrire ça comme une passion que tu avais à l'époque. Et quand tu parles des maths, je suis pas sûre de comprendre ton rapport. Pourtant, tu dis tu faisais des centaines d'exercices en plus, tu passais des heures à le faire, mais c'était quoi le moteur du coup ? D'abord, je ne saurais pas l'analyser parce que c'était instinctif, c'était pas des instructions. Mes parents m'ont pas dit faut que tu fasses des exercices de maths plutôt que d'autres choses. Ils m'ont toujours encouragé. Et ils avaient en tête qu'ils préféraient pour leurs enfants une carrière scientifique plutôt que littéraire, je crois, avec cette vague sensation que l'avenir était au scientifique plutôt qu'au littéraire. Mais c'était pas du tout des instructions, c'était vraiment moi. Et ce plaisir de la manipulation, je pense. En mathématiques, c'était vraiment ça depuis le début, le plaisir de la manipulation des axiomes, le plaisir de la démonstration, le plaisir de maîtriser le concept. Et j'ai en mémoire et je peux pas dire que
que c'est venu à suite de telle approche ludique ou de telle leçon magique ou de tel déclic. Souvent, les gens me demandent c'est quoi le déclic. Il n'y a pas de déclic. Je ne peux pas vous dire de déclic. Ça m'a toujours intéressé. Et d'ailleurs, je trouve les histoires de déclic sont un peu dangereuses parce qu'elles laissent supposer que soit vous êtes un jour frappé par la révélation et vous allez vous plonger, soit ça n'arrive pas et ça vous donne comme une excuse. Combien j'en ai entendu qui me disaient « Ouais, mais j'ai jamais rencontré le prof, j'ai jamais eu le déclic ou qui sait quoi ». Mais je suis pas sûr que ce soit la bonne question. La bonne question, c'est est-ce qu'on est prêt à se plonger dedans et à se mettre dans le dérangement que ça suppose? Parce que la vie du chercheur, que soit le chercheur de la classe de 4e qui est là en train de trimer pour comprendre si le triangle est rectangle ou pas, ou le chercheur du monde universitaire international qui trime pour essayer de comprendre on peut résoudre telle équation de physique mathématique dans tel espace exotique, c'est une vie de dérangement où sans arrêt on est là en train de se dire je comprends pas, je ne sais pas, je maîtrise pas, je croyais comprendre mais finalement j'ai pas compris. Ou là, finalement, je sens que quelque chose se passe, et ainsi de suite. Et toujours cette maîtrise, ça a été mon plaisir, un plaisir un peu comme celui, je sais pas, d'une enquête policière, d'un jeu, d'un détective, d'un Scrabble, d'un Sudoku, je ne sais pas. Et j'ai quelques histoires en tête qui sont là. Une que je raconte de ci, de là, mais qui était révélatrice pour moi aussi, montrant à quel point les exercices sont importants. C'est le jour, je ne sais plus, c'était quelque part au lycée, je ne sais plus dans quelle classe. Je tombe sur cet exercice. C'était montrer qu'une fonction réelle à valeur réelle, une fonction qui a un nombre associé à un nombre, peut toujours s'écrire comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Un exercice classique chez les matheux. Fonction paire, c'est une fonction telle que f de x égale f de moins x. Une fonction impaire, c'est f de moins x égale moins f de x. X au carré est une fonction paire, parce que moins x au carré, c'est x au carré. Et x est une fonction impaire. Bon, et je vois l'exercice et je me dis, c'est pas possible. Il manque des détails. Comment puis-je dire des choses sur une fonction alors que je n'en sais rien? Il n'y a pas de formule. Et puis j'ai réfléchi, et puis d'un coup j'ai compris, j'écris f de x égale fonction paire plus fonction impaire. Alors j'écris f de x plus f de moins x et je vois que la partie impaire se simplifie, il ne reste plus que la partie paire. J'écris f de x moins f de moins x, il ne reste plus que la partie impaire. Et comme ça, j'arrive à identifier la partie paire et la partie impaire à partir de la fonction. Et là, je me suis dit, mais bon sang, j'avais jamais compris ce que c'était une fonction avant cet exercice. Ok. Je savais, il y avait les définitions du cours, une fonction, c'est un truc avec ceci, mais dans ma tête, une fonction, c'était donné par des formules. Oui, d'accord. Et tant qu'il n'y avait pas les formules, on n'avait pas vraiment défini la fonction. Et là, je découvrais d'un coup qu'on pouvait faire des choses. Ça existait en tant que tel, même sans les formules. Ouais. Bon, là, j'avais franchi un pas conceptuel phénoménal. Tout à fait. Quand on regarde dans l'histoire des idées, c'est qu'à partir du XVIIe siècle que sont arrivées les fonctions pas définies par des formules. Et même, c'est plutôt le milieu du XVIIe siècle. C'était au début du XVIIe siècle, c'était encore pas clair. Et pourtant, c'était des génies à l'époque, les gens qui faisaient de la mathématique. Donc, des milliers d'années d'histoire mathématique avant que se dégage le concept vraiment une fonction. Et c'est qu'avec les Newton, Leibniz et autres qu'il arrive ce concept d'une fonction abstraite. Et cet exemple, pour moi, il est important aussi. Ta formation mathématique, le plus important, c'est pas de savoir les théorèmes. Le plus important, c'est d'arriver à te construire dans la tête ton paysage mental de concepts qui s'empilent les uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est une fonction? Qu'est-ce que c'est une géométrie? Qu'est-ce que c'est un angle? Quels sont les rapports des uns et des autres? Les propriétés. C'est toute une architecture. Et il faut refaire dans ta tête ce travail conceptuel qui a mis des millénaires à émerger. Évidemment, c'est pas facile. C'est facile pour personne. En quelques années, et alors qu'on est gamin, il faut retrouver, s'approprier le travail de génération de gens dont beaucoup étaient des génies. Parce que c'était eux qui, justement, faisaient avancer les choses à une époque où c'était confidentiel et beaucoup, beaucoup moins de chercheurs que maintenant. Et donc, ce travail, je me souviens de la jouissance que ça représentait. Bon, alors, toutes ces choses-là, après, pour un matheux professionnel, c'est des banalités. C'est le petit pain blanc élémentaire. Mais pour le gamin que j'étais, c'était émerveillant. Et quand j'y repense,
j'y trouve toujours matière à émerveillement. Oui, tout à fait. Et ce que tu dis sur les paysages mathématiques intérieurs, ce que je trouve intéressant, c'est que effectivement, ça fait partie en fait de construire son bagage mathématique, de les former, et c'est propre à chacun. Moi, je me dis régulièrement, qu'est-ce que j'aimerais voir ce qu'ils ont dans la tête quand on parle tous les deux de ce concept. Je suis à peu près sûre que si on regarde comment il est formalisé dans la tête, ça ressemble pas du tout. Mais pourtant, on arrive à travailler dessus ensemble. Et on a des indices. Alors, effectivement, même dans notre partie, puisque toi et moi, on est un peu dans le même domaine mathématique, mais on voit comment fonctionnent les gens des autres domaines, et on voit qu'ils ont des intuitions et des façons de voir les choses très différentes. Hein. Et parfois, on en tire des choses. Hein. Mes années de voisinage avec les géomètres à l'École normale supérieure de Lyon, ça a été très, très formateur pour moi. Parfois, ça reste une langue étrangère. Hein. Les algébristes, je discute avec, c'est toujours incompréhensible. Et pourtant, l'algèbre était ma matière favorite quand j'étais en classe prépa. Et j'avais des meilleurs résultats en algèbre qu'en analyse, et c'était bien plus motivant pour moi. Mais les goûts changent. Et les façons de penser changent. Maintenant, je pense que j'ai très clairement une façon de raisonner d'un analyste, mais aussi qui aborde des problèmes géométriques avec une intuition d'analyste et probabiliste pareil. Mais est-ce que c'est tes goûts qui ont changé, ou est-ce que c'est tes qualités, compétences? Parce que des fois, on se rend compte qu'on est un peu plus doué pour ce domaine que l'autre, et donc finalement, on y va un peu plus. Je pense que ça va ensemble, parce que tu t'intéresses à quelque chose, et puis tu l'approfondis, et ça reforge tes compétences, ta façon de voir les choses. Je dirais, il y a le débat inné acquis est éternel et un peu stérile, mais très clairement, au fur et à mesure, on évolue dans sa façon de voir les choses, dans les choses qu'on est capable de faire. Alors là aussi, je pense qu'il y a, et je pense pour le coup extrêmement formateur, c'est plutôt là les années autour de la thèse qui changent la donne. Et je pense, pareil, qu'il y a eu plus de changements dans ma façon de voir les problèmes le DEA, comme on disait à l'époque, la soutenance de ma thèse, qui représente 4 ans peut-être, que durant toutes les années depuis lors, je pense. Les années charnières. Oui, il y a les années charnières où se mettent en place, et où c'est un rythme très, très intense, avec un engagement émotif phénoménal, la thèse. Bon, après, ça m'est arrivé à quelques reprises, me retrouver aussi dans des projets à très, très fort engagement affectif, tel ou tel bouquin, tel ou tel gros théorème. Mais les réflexes qu'on acquiert à cette époque-là, ils sont considérables. Ok. Et donc, du coup, si je reviens au moment où, au lycée, donc tu faisais des exercices, tu développais ta passion, est-ce que déjà à ce moment-là, tu savais qu'il y avait une possibilité d'en faire ton métier? Non, résolument non. Résolument non. Et j'avais l'idée très confuse sur les carrières possibles. Quand on me poussait dans les retranchements, j'allais devenir ingénieur peut-être. Mes camarades de classe étaient d'avis que je deviendrais prof de maths. Mais le monde universitaire était un concept très flou pour moi. Et les débouchés possibles, tout ça. C'est en arrivant en classe préparatoire que j'ai été sensibilisé à ça, et que sont arrivées les journées ouvertes et tout ça. Par exemple, les premières mentions sérieuses de l'école normale supérieure, c'est à cette époque-là. Pour moi, c'était autant je connaissais l'école polytechnique comme quelque chose qui est célèbre, avec le prestige de l'histoire française et tout ça, les uniformes bien connus. Et puis, il y avait des exemples autour de moi. Je savais que le fils de tel prof était devenu polytechnicien, le fils de tel autre aussi. Autant le monde normalien était bien plus mystérieux. Et arrivé en prépa, là, c'était un coup. Il y avait des exemples partout. Tel avait son frère qui avait intégré Normal Sup, tel prof était passé par là, soit Ulm, soit Sèvres, soit Mais du coup, l'ENS, c'est plutôt pour les gens à vocation, à carrière académique, ou prof ou... Oui, vocation à carrière académique. Et c'est là, si tu veux, que, vraiment, pour être honnête, c'est pas du tout un choix, c'est moins un choix perso que presque du conformisme par rapport au moment où je me retrouvais en classe préparatoire. Et rétrospectivement, je comprends tout à fait
les grilles de lecture des sociologues qui vous parlent de l'importance de l'entourage et de l'environnement par rapport aux choix qu'on croit faire. Mais arriver après mon bac, qu'est-ce que je vais faire ? Aucune idée, je ne sais pas. On va approfondir, on va étudier et on verra bien. Et arriver en classe prépa, dès la sup, ah ouais, mais toi tu te débrouilles bien, tu vas aller à la normale sup, ouais, toi tu vas intégrer Ulm, c'est le truc et tout ça. Et c'est comme si je m'étais juste conformé aux attentes de mes camarades et de mes professeurs à l'époque. Suivi le flow. Et donc du coup, j'en déduis que, parce que pour l'instant on a parlé du fait que tu aimais bien ça, mais tu réussissais, tu étais très bon dedans ? Ouais, j'étais. Il y a toujours cette petite gêne aussi à parler de ça, mais je suis arrivé en maths sup et on m'avait prévenu, on m'avait dit, tu sais, provincial qui débarque dans les grandes prépas parisiennes ou Louis le Grand, c'est ça ? Louis le Grand où les gens font du hors programme depuis des années et tout ça, ça va pas être facile. Ma prof de terminale avait refusé de m'inscrire au concours général, ce qui avait exaspéré mes parents, mais je crois qu'elle avait eu raison. Non, c'est pas possible de le... C'est quoi le concours Concours général, c'est une institution bien française, je crois, enfin peut-être ça existe dans d'autres pays, qui est un concours réservé qui se passe au niveau du bac, où les lycéens, alors en terminale pour la plupart de matières, peut-être c'est en première en français, j'avoue que je ne sais pas, et planchent sur des sujets qui sont au niveau national, des sujets fort difficiles, et où il y a... pour ce concours, le premier prix, le second prix, etc. D'accord. On aime bien les concours en France. Ouais, la France est un pays de concours. La France aime les concours. Moi, j'aime bien les concours. Après, il faut bien comprendre que, comme je dis souvent aux jeunes étudiants en quête de conseil, je leur dis, quand vous réussissez le concours, c'est que le début, c'est pas la fin. Et en tout cas, ma prof avait dit, non, concours général, se frotter aux étudiants parisiens qui préparent ça comme des fous, c'est pas une bonne idée, c'est pas possible, je refuse de vous inscrire et tout ça. Et je crois rétrospectivement qu'elle avait eu raison. Et en tout cas, en revanche, quand je suis arrivé en classe prépa, et c'était elle dit attention, ça arrive très bien que tu sois premier dans ton lycée, tu vas te retrouver en queue de classe où il y aura un certain temps. Et là, non, puisque dès la première composition, la PAL, comme on disait en argot topin, la compale, la composition, dès le premier devoir surveillé, j'étais deuxième dans ma sup. Deuxième, mais à partir du troisième trimestre, je crois, je me retrouvais premier. Et donc, il n'y a pas eu cette transition. Ça, c'est intéressant. Donc, tu n'as pas eu cette marche à franchir que certains ont. Est-ce qu'elle est arrivée plus tard, quand même, à un moment ou finalement, jamais ? La vraie marche dure, difficile, rétrospectivement. Alors, il y a eu la marche, la marche haute en entrant à Normal Sup, où c'était des cours de haut niveau, des grandes attentes et tout ça. Mais là encore, la vraie, pour moi, marche dure, c'était la thèse. Et c'était pas tellement une marche en compétition par rapport aux autres. C'était vraiment que, comme tout le monde, je crois, on se retrouve face à la thèse, on a beau avoir eu des super résultats, etc. On est démunis, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Le prof, ton directeur de thèse te parle et c'est comme une langue étrangère. Tu assistes au séminaire et au bout de 10 minutes, tu as décroché. 10 minutes, c'est beaucoup. 10 minutes, c'est beaucoup. Et 10 minutes, c'est beaucoup. Non, mais c'est vraiment, c'est l'obscurité. Tu raccroches au livre, tu essaies d'avancer. Et pour moi, c'était encore plus compliqué par les questions personnelles parce qu'au début de ma thèse, comme c'était le moment où j'étais dans ma grande ouverture sociale dans le monde, dans le monde étudiant, je m'étais retrouvé triomphalement élu président du bureau des élèves, occupé à la co-organisation du bal du bicentenaire de l'ENS. J'avais arrêté de suivre mes cours, j'avais arrêté ma thèse. Mon directeur de thèse, quand il me recevait, disait « Voici l'homme invisible », l'air de dire « Il n'en fout pas une, celui-là, c'est pas possible ». Et puis je me disais, après tout, ma thèse, bof. Et puis peut-être je vais, pourquoi pas, puisque j'aime l'organisation, faire une carrière dans la haute administration. On dit qu'il y a des filières qui se mettent en place et tout ça. Donc il y avait ce contexte où j'étais juste
pas motivé. Donc à la fois c'était super dur, j'étais pas motivé, je comprenais rien, j'étais occupé, je passais mon temps sur les questions d'organisation, donc le début était excessivement difficile. Là, c'était peut-être la vraie marche la plus difficile, et donc pas tellement une compétition avec les autres qu'une compétition avec moi-même. Oui, absolument. Et l'une des grandes chances de ma vie, réellement, c'est que le staff à l'école normale supérieure, et en particulier mon tuteur de l'époque, Yann Brenier, que tu connais bien, et dans notre domaine aussi. Et donc, Yann Brenier, qui m'avait repéré comme étant un étudiant motivé, assez doué, avec un bon rang d'agrégation, je ne sais plus quel était le rang, mais j'étais dans les 10 premiers, et intéressé par l'analyse. Et on y reviendra, mais je m'étais lancé dans les équations aux dérivées partielles, son sujet qu'il affectionnait, sujet qu'il voulait faire développer au sein des normaliens. Et donc, il m'avait repéré pour être un potentiel caïman. Les caïmans sont les agrégés préparateurs, sont des sortes d'assistants professeurs à Normal Sup. Ils sont entre les élèves et les profs, ils font des TD, ils avaient à l'époque un volume horaire très très réduit, ils pouvaient se concentrer sur leur recherche, faire des TD, tout ça. Et c'était un poste extrêmement intéressant. Il y avait plein de rumeurs qui circulaient. On disait, ouais, mais tu peux pas être caïman si tu fais pas ta thèse avec un professeur de l'ENS et tout ça. Donc, j'avais pas du tout en tête que c'était quelque chose de possible. Et puis, un jour, il y a ce rendez-vous avec mon tuteur et qui me dit, et là, je débarque complètement, vous savez, vous êtes dans un sujet intéressant, vous allez travailler avec Pierre-Louis Lyons, il venait juste d'être médaillé Fields, c'est une caution. Vous pourriez, si votre thèse avance bien, vous pourriez vous positionner dans la foulée de Laurent Desvillettes, qui est un autre de nos collègues qu'on connaît bien, qui était à l'époque le caïman dans ces sujets-là. Et j'en ressors complètement waouh! Mais alors, ce poste de caïman qui est si bien que je croyais qu'il n'y avait plus pas d'espoir pour moi, en fait, c'est possible. Et d'un coup, je me suis remis au boulot. Quand on parle de carottes et de bâtons, tu sais, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Le bâton qui était là, mon directeur de thèse qui me laissait entendre que vraiment il fallait se mettre au travail, c'était pas possible, c'est un scandale, c'était pas suffisant. Et la carotte du poste de caïman, je me suis remis au boulot presque du jour au lendemain. Je me suis replongé dedans, j'ai essayé d'avancer sur les questions posées par mon directeur de thèse, je me suis mis à l'inonder de messages pour tout ça. Pour lui, le changement a dû être particulier quand même. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est ça? Et vraiment, et en plus, rétrospectivement aussi, je vois que je lui posais un nombre complètement inhabituel de questions. Et ce qui s'est passé dans la foulée, c'est que je suis tombé amoureux du sujet de thèse, qui avait été arrangé. Mon tuteur m'avait dit ce sujet-là, il serait super intéressant, on pourrait faire ci et ça, mais en vrai, j'y comprenais pas grand-chose. C'est lié à la thermodynamique qui m'avait vraiment barbé quand j'avais appris ça en cours de physique, en classe préparatoire. J'avais trouvé ça trop formalisé, sans grand intérêt et tout ça. La première entrevue avec mon directeur de thèse, c'était fort mal passé. Ouais, j'ai lu un article de vous, ça m'a bien intéressé. Oui, c'était sur quel sujet? Je sais plus. Vraiment la cata. Bon. Donc tout ça commençait bien mal et j'étais là en train de peiner sur mon livre. Et en m'y mettant pour de vrai, je suis littéralement tombé amoureux du sujet. C'est un peu, je sais pas, et j'espère que personne ne sera choqué par la comparaison, des fois un mariage arrangé, ça peut se transformer en mariage d'amour. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et était là le moment où je bossais sur le sujet pour avoir une chance de gagner mes galons de caïman, et puis arrivé le moment où je bossais sur le sujet par amour du sujet. Et j'étais là, je disais, waouh, putain, mais c'est trop beau cette équation. Mais l'entropie, mais la marche du temps, mais le théorème de Langford, extraordinaire, waouh, et tout. Ah, et puis ces nouveaux trucs et sujets, il faut que je m'y mette et tout. Et où j'ai commencé à retrouver, en bien plus qu'avant, cet état d'obsession. Alors, il y a la petite obsession quand tu es au lycée et que tu veux trouver
solution de ce problème rebelle de géométrie euclidienne que t'as passé ton prof. Et puis, il y a la grande obsession où tu es là, sur ton sujet de thèse, en train de te dire, est-ce que l'opérateur, il commute ou pas? Est-ce qu'il commute ou pas? Et personne ne sait. Tu demandes aux uns, aux autres, tu avances ton enquête policière, etc., etc. Et donc là, c'est vraiment au niveau de la thèse que sont construites les choses. Avant qu'on approfondisse sur les questions universitaires et pour clore le passage sur le lycée, si tu veux bien. Oui. J'ai parlé de mes goûts, de mon rapport avec la discipline. Évidemment, il y a aussi les intermédiaires avec la discipline. Et pour moi, les intermédiaires importants, d'abord, c'était les bouquins de compléments, de vulgarisation ou les vieux bouquins de cours que mes parents m'ont ramenés du marché aux puces, de ci, de là. Certains marrant. Qui m'ont marqué. Je revois ce bouquin, j'ai jamais retrouvé, mais je revois cette couverture de bouquin où il y avait un boulier, il y avait une gaussienne, il y avait les polyèdres platoniques, les solides platoniciens et tout ça, et où il y avait des petits encadrés sur la légende de Carl Friedrich Gauss, il y avait des trucs sur les nombres complexes que je lisais et relisais sans comprendre. Tu consommais du contenu, quoi. Je consommais de cette musique et de cette culture. Il y avait ce dessin animé de Donald au pays mathémagique que j'ai vu et revu. Il y avait des petits ouvrages. Il y avait ce petit bouquin qui revenait du marché aux puces, qui était une initiation au calcul différentiel avec un dialogue entre, je sais plus, Matix et je sais plus comment il s'appelait, l'autre, Félix ou je sais pas quoi, où on apprenait les formules de calcul différentiel. J'ai appris à faire les dérivés dans ce bouquin 1 ou 2 ans avant de les voir en cours. Donc tous ces bouquins, cette culture que me ramenaient mes parents. Et puis il y avait les profs, évidemment. J'ai appris ce que c'est une démonstration à l'école. Je me souviens très bien du cours de 4e dans lequel notre prof nous a dit voilà, maintenant on va apprendre à prouver les choses, à les démontrer. Et je me souviens, c'était dans un préfabriqué plutôt moche de mon collège Maurice Ravel. Et puis les enseignants, je connais encore le nom de tous mes profs de maths de tout mon parcours. Et ceux qui m'ont le plus marqué, sans qu'il y ait plus de mérite forcément, mais ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux qui étaient le plus hors piste. Ceux qui prenaient le plus de distance avec le programme, ceux qui nous parlaient de leur marotte. L'un qui nous avait une approche originale de la géométrie euclidienne. De la géométrie, pas que euclidienne justement, aussi de la géométrie affine, et qui aime beaucoup faire de la géométrie sans structure euclidienne autant que possible. L'un qui était fan des démonstrations avec les barycentres pour démontrer des énoncés de géométrie. L'un qui nous faisait des groupes et des anneaux en classe de 3e. Et c'est avec lequel je suis resté en contact assez longtemps d'ailleurs. Quand il est décédé, son fils m'a transmis une malle avec plein de bouquins de son père, des tas de bouquins assez éclectiques de mathématiques. Et donc, il y a eu cette formation extrêmement importante par les enseignants. Et donc, juste pour continuer sur cette période avant qu'on passe, comme tu disais, plutôt au côté universitaire, tu as mentionné tout à l'heure les questions de compétition contre toi-même, finalement. Est-ce que quand même, il y a eu un moment dans toutes ces étapes, lycée, prépa, ENS, où tu as senti une compétition externe aussi un petit peu quand même? Oui, très clairement. Il y a toujours eu tel ou tel avec lequel je me retrouvais en compétition pour avoir la meilleure note, avoir ceci, avoir cela, jusqu'au bout. Hein. Quand tu te retrouves dans les prix, comme tu évoquais, que ce soit le prix de l'EMS, la médaille Fields ou autre, on te met toujours en compétition. Les jurys disent qu'on part tel ou tel, etc. Et donc, j'ai toujours
au long de ma carrière, sans que ça soit jamais maladif. C'est que dans le monde politique que j'ai connu des compétitions qui tournaient à l'obsession, vraiment avec un côté maladif. Mais il y a toujours eu ces compétitions ou cette émulation, comme tu veux, que ce soit au moment du lycée, ou que ce soit en classe prépa, ou que ce soit après dans les sujets de recherche. Et c'est pas mauvais, hein. La compétition te pousse à avancer bien souvent, même quand tu es en recherche, tu sais, même quand c'est amical et tout ça, quand tu te retrouves dans un sujet compétitif et tu te dis, oulala, eux, là, ils sont en train d'avancer, il faut absolument que j'avance, qui sait comment ils vont se retrouver. Et donc, à pas mal de reprises, c'est quelque chose qui a été un aiguillon pour moi, où je me suis dit, oulala, un tel, il va réussir, ce sujet... C'est mon sujet, vraiment. C'est moi qui l'aime de tout mon cœur. Il faut que ce soit moi qui le démontre et tout ça. Et ça a été ça a été à bien des époques. On reviendra, mais dans la toute récente, ça a aussi été des questions d'émulation qui m'ont remis dans la recherche après des années et des années éloignées de la recherche. C'est marrant, tu viens encore d'utiliser le mot c'est mon sujet, je l'aime de tout mon cœur. Et je trouve qu'on a quand même un métier formidable parce que beaucoup des gens avec qui je discute utilisent le vocabulaire de l'amour pour parler de nos sujets, quoi. C'est pas la première fois que je crois que moi-même souvent je dis je suis tombée amoureuse des EDP. C'est quand même particulier comme domaine. C'est un peu bizarre, on s'attend pas à ça. On le sait pas, on le dit pas. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui fait partie de la conscience commune. Pourtant, si on y réfléchit, hein, quand tu regardes, c'est peut-être plus intéressant encore les histoires des grands découvreurs, des grands, etc. On te dit, ils ont fait tel truc extraordinaire, tel machin et tout ça. Il faut insister sur la façon dont eux-mêmes et ont mis du cœur, de l'affection, parfois jusqu'à s'en rendre malade. Hein. Tout à fait. On a cette image de Einstein qui plane au-dessus de tout le monde, tellement doux et tout. En fait, il bossait comme un malade. À la fin de la relativité générale, quand il a mis le truc sur pied, il a dû s'aliter tellement il était épuisé moralement, physiquement et tout. Ça n'existe pas, quelqu'un qui accomplit des grandes choses sans travail. Sans travail, ça n'existe pas. Et quand il a eu la confirmation expérimentale par les observations très précises de Mercure que ça s'appliquait bien, l'avance du périhélie de Mercure était très bien décrite par la relativité générale, il le dit dans une lettre, il a eu une crise de palpitation tellement forte qu'il a cru qu'il allait mourir. Je veux dire, l'engagement affectif dans ces sujets. Oui, je peux comprendre. Et donc, du coup, juste pour finir, en parlant de sujets parfois qui peuvent marquer, toucher, souvent, donc maintenant les auditeurs et auditrices le savent par cœur, moi je décris que dans ma formation, il y a vraiment un cours qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai découvert la théorie de la mesure, l'intégration. Il y a eu un avant, un après. Est-ce qu'il y a un cours un peu comme ça pour toi, un équivalent? Alors, c'est mon cours préféré. Je l'ai enseigné pendant des années à l'École normale supérieure de Lyon et je vais le renseigner à l'Université de Rennes dans les jours qui viennent. Je vais refaire le premier cours. Et j'ai des notes de cours, j'ai tout un bouquin, Intégration, analyse de Fourier, qui est en chantier depuis 20 ans maintenant. Alors, j'ai bossé dessus pendant 7 ou 8 ans, puis je l'ai mis en sommeil, maintenant je vais le reprendre, mais j'entends bien le mener à terme, et c'est un cours qui me tient énormément à cœur. Tu sais que c'est un anniversaire de Lebègue cette année, je crois que c'est les 150 ans de Lebègue ou quelque chose comme ça, peut-être les 150 ans de sa naissance, quelque chose comme ça. La mesure de Lebègue doit avoir 120 ans. Et la mesure de Lebègue, c'est une des grandes avancées, pas seulement en maths, mais dans les sciences en général. La théorie de la mesure, façon de dompter les infiniment petits, de s'approprier plein de concepts disparates. Enfin, derrière la mesure Lebègue, c'était un indispensable pour comprendre le concept de dimension fractionnaire, pour résoudre certaines équations. C'était un langage qui a tout changé. Même quand j'ai fait un article pour la revue de l'Académie des sciences sur la mesure de Lebègue et sur Lebègue en général. Et pour décrire quand il fallait parler des mots pour la théorie de Lebègue et tout ça, j'ai utilisé
J'ai fait une allusion sans le dire à une chanson de mon enfance de Yves Duteil sur la langue française. Genre, les mots qu'il nous fallait pour vivre en harmonie, pour nous comprendre ça. La mesure de Lebègue est arrivée, donner un langage qui permet à tous les analystes du monde de se comprendre. Tout à fait. Moi, ça m'a particulièrement marqué parce que c'est de là qu'est venu mon amour pour les probabilités. Ah oui. Parce qu'à la base, les probabilités, je détestais ça. Parce que au début, quand on nous introduit aux probabilités, ce n'est que du dénombrement. Et je n'ai pas la chance d'être douée pour le dénombrement. Ça arrive. Mais du coup, avec la mesure de Lebègue, ça a pris une nouvelle dimension et je les ai vus sous un autre jour et ça a tout changé, quoi. C'est vraiment, c'est un état de grâce, cette théorie. Lebègue lui-même était pas emballé, il paraît, par les équations aux dérivées partielles. En tout cas, Jean Leray raconte quelque part dans ses mémoires. Jean Leray était un pionnier de l'analyse mathématique d'équations aux dérivées partielles. On connaît tous ses articles célèbres sur les équations de mécanique des fluides dans les années 30. Et il dit que Lebègue, qui était l'un de ses maîtres à cette époque-là, quand il avait parlé du sujet, lui avait dit ne perdez pas de temps sur une question aussi rebelle que les équations de Navier-Stokes. Et donc Lebègue, lui, apparemment, était pas fan de ces développements autour des équations de dérivées partielles, mais toutes les grandes théories, sans exception, dépassent toujours leur créateur et leur créatrice. Oui, et en plus, c'est marrant parce que, pour le coup, nous qui faisons partie de la communauté des gens qui font des EDP, les EDPistes, on a des très fortes connexions avec les probabilistes. Enfin, il y a plein d'événements où les deux communautés sont réunies parce que c'est naturel, en fait, pour pas mal de problèmes qu'on Surtout, regarde. je dirais, tout ce qui est dans le monde probabiliste continu. Avec les probabilistes discret, le langage est pas forcément le même, mais il y a évidemment beaucoup d'éléments communs. D'ailleurs, dans le festival que tu évoquais, Festumpi, qu'on co-organise en Crète tous les ans, il y a bien sûr aussi une forte composante probabiliste chaque année, des interactions entre les deux. Absolument. Ok, donc on va conclure cette partie sur lycée, ENS. Encore un petit truc. Ouais, vas-y, bien sûr. Tu parlais de l'émulation ou de la compétition. On a parlé de l'amour. Il faut parler aussi de l'amour propre. Ah, intéressant. Amour propre. Quand il y a une notion quand tu es dans ces sujets, dans ces accomplissements, il y a une notion de fierté qui est très importante, je crois, quand tu mènes ta recherche. D'abord, tu veux faire des trucs dont tu puisses être fier. Recherche, c'est quoi ? Tu cherches des choses inconnues et puis tu les exposes, tu les montres et tu veux que ça serve, que ça soit réutilisé, réappliqué, etc. Il y a ce côté pionnier comme de l'alpinisme. D'ailleurs, les matheux aiment bien la montagne, parfois tragiquement. Et il y a des fois, tu te sens piqué au vif. Tu dis, voilà, là, tel a réussi à faire telle chose. Mais évidemment. Alors, j'ai un souvenir précis qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux, en classe prépa, en spé, où le matin, le prof, excellent professeur que j'ai pu avoir, décédé il y a quelques années, professeur remarquable, Jacques Chevalet, et il nous rend les copies le matin d'un devoir qui était à rendre ici, et l'après-midi, on avait un devoir sur table. Bon. Et on était tous là, ouais, qu'est-ce qui arrive ? Et puis arrive le devoir, et il me rend en disant, vous m'avez fait des fautes que vous faites pas d'habitude. Et puis effectivement, le devoir à la maison, enfin, je dis à la maison, mais de toute façon, j'étais interne, c'était un devoir fait dans ma chambre en tout cas. Et effectivement, il y avait des bêtises, et je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ça ? Et je me retrouve vexé, on dit vexé comme un pou. Historiquement, il paraît, c'est plutôt comme un coq. Le pou est une déformation ou c'était un vieux mot pour dire le coq, quelque chose comme ça. En tout cas, horriblement vexé. Et je me souviens disant aux collègues, ouais, mais là, le devoir de cet après-midi, là, ça va dépoter. Et là, j'étais pris d'une espèce de rage. Et dans l'après-midi, le devoir sur table, je l'ai explosé. C'était effectivement piqué au vif pour avoir été en dessous des attentes
dans le devoir à rendre, sur le devoir sur table, j'avais été particulièrement bon. Oui, alors du coup, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle que tu réagisses comme ça face à l'adversité, on va dire, parce qu'on fait un métier où si face aux obstacles, on se décourage, on va pas aller bien loin. Là, les obstacles, ils sont toujours là. Le monde de la recherche, c'est sans arrêt, on se plante. Et oui. C'est même pas, je vais même pas dire qu'on échoue 9 fois sur 10. On aurait un taux de succès de 10%, ça serait considérable. C'est quelques pourcents juste. Ouais. C'est juste quelques pourcents. Je sais pas si c'est 2, 3 ou 4%, mais c'est absolument minime. Mon collègue Craig Evans à l'université de Berkeley, professeur spécialiste de DP comme nous, très célèbre, et qui a écrit l'auteur du livre Evans de référence. Ouais, le Evans de référence, que c'est lui. Tout bon est dépistade dans sa bibliothèque. Absolument. Ouais. Je bossais à ses côtés à un moment. En tout cas, j'étais comme à un moment, il était très branché transport optimal de mesure. Moi aussi, on s'était rencontrés début des années 2000. Il m'avait invité à Berkeley, etc. Et il aimait bien dire « Every day is a failure ». Chaque jour est un échec. Chaque jour est un échec. Et pourtant, quand on regarde à la fin, sur des années, des décennies, on voit les sujets qui progressent, de grandes choses qui se font. Parce qu'en fait, c'est presque chaque jour est un échec, je dirais. C'est échec, jusqu'à ce qu'il y ait un petit truc qui se glisse, et puis, etc. De temps en temps, il y a du succès. Et donc, ces trucs-là, ça prospère. Mais le ratio entre le nombre de choses qu'on envisage, le nombre de problèmes qu'on regarde et ce qu'il en sort à la fin est gigantesque. Il n'y a pas longtemps, je rangeais mon bureau et donc pour mon dernier article de recherche, celui que j'évoquais en premier après... Alors, article de recherche et cours en école d'été sur un certain sujet, formation de Fisher et équation de Boltzmann. Bon, il y a un article de recherche que j'ai publié, plus un note de cours. L'ensemble est assez gros, doit faire 200 pages, quelque chose comme ça. Mais j'ai fait la pile de tous les brouillons qu'il y a eu pour ça. C'est une pile haute comme ça. Hein. Ce sont des milliers et des milliers de pages qui ont été noircies de brouillons, de tentatives, de calculs, de ci, de ça, de là. Et c'est marrant ce rapport que tu dis où en fait finalement la plupart du temps on ne trouve pas et le moment où on trouve est tout petit. Je pense que c'est ça qui fait la difficulté de l'apprentissage pendant la thèse. Parce qu'on découvre ça. On découvre. On a été habitué avant, les exercices sont une solution. Même ton examen de DEA, même s'il est dur, on s'attend que tu aies réussi à faire plusieurs des exercices et tout ça. Mais là, tu arrives, échec. Il y a de quoi déprimer, il y a de quoi être complètement... donc, soit tu es effectivement excité, soit tu te décourages. Et on en voit, et on en connaît des profils qui sont des bêtes de concours. Oui. Et que ça intéresse pas de faire de la recherche. C'est un exercice différent. Y compris des gens médailles d'or des Olympiades internationales, des gens qui t'explosent les exercices, qui sont dans tous les tout meilleurs du monde. Arriver face à ce problème et tout ça, ils laissent tomber ou ils changent de voie. C'est un exercice différent. Et donc du coup, parfait, on en est sur la thèse. Donc, je vais rappeler, donc, tu as soutenu ta thèse en 98 à l'Université Paris-Dauphine, c'est ça ? Oui, thèse de l'Université Paris-Dauphine, faite en grande partie au laboratoire de mathématiques de l'École normale supérieure en tant que caïman. Donc, j'ai été caïman de 1996 à 2000. J'ai commencé ma thèse en 94 et j'ai soutenu en 98. Alors, j'ai pris un peu de temps pour ma thèse, en particulier du fait de ce démarrage. Maintenant, on sait pourquoi. Voilà, de ce démarrage poussif. En revanche, après, il s'est passé très peu de temps entre ma thèse et mon habilitation à diriger des recherches. Tout à fait. Je l'ai soutenue en 2000. Mais disons, la thèse était inhabituellement grosse. Hein. C'était 4 ans, ça va, c'est quand même raisonnable. Voilà. Quand même. Oui. En moyenne, en général, en maths, par rapport à d'autres matières, nous, c'est plutôt 3 ans, mais c'est absolument pas inhabituel de le faire en 4 ans. Oui, voilà. Il n'y avait pas d'inquiétude. Hein.
Et donc, le titre, c'est, alors tu me corriges si c'est pas correct, Contribution à l'étude mathématique des équations de Boltzmann et de Landau en théorie cinétique des gaz et des plasmas. Ouais. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu l'as effectué sous la direction de Pierre-Louis Lyons, qui en plus venait d'avoir sa médaille Fields. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que le projet s'est monté? Comment tu t'es retrouvé à faire ta thèse avec lui? Téléguidé par mon tuteur Yann Brenier, très clairement. Qui, comme les tuteurs, le boulot du tuteur, c'est quoi? Le tuteur, c'est de conseiller les élèves dont il a la charge. Au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière et qu'on est de plus en plus avec des orientations claires, les tuteurs sont réattribués. Mon premier tuteur était, je crois, Marie-Paul Gasquel, maintenant Marie-Paul Cagny, devenue une grande spécialiste d'intelligence artificielle et de création d'univers graphique. Mais tu vois, c'était une informaticienne, c'était pas clair à l'époque si j'allais faire maths ou informatique. À une époque, c'était Alain Trouvé, mon tuteur, qui est un probabiliste bien connu. Et puis, est-ce que ça a été Yann Brenier tout de suite? Peut-être qu'il y en a eu un autre entre-temps. Donc, Yann était au moins mon troisième tuteur. Et donc, il me conseille. On était quelques-uns à l'issue du DEA d'analyse numérique de Paris 6. On était beaucoup d'élèves normaliens à avoir suivi ce DEA cette année-là. Il y avait moi, il y avait Hatem Zag, il y avait Alexis Vasseur, Emmanuel Cesse, qui a fait plus tard une grande carrière d'économiste, Amandine Aftalion. On était beaucoup à avoir fait qui ont fait des carrières. Et donc, on cherchait en particulier avec Hatem, on avait pris ensemble d'aller rencontrer tel ou tel directeur potentiel. Hatem, qui est en fauteuil roulant, avait des contraintes aussi sur le choix des encadrants. Et donc, on discutait. On s'est répartis les uns les autres, les directeurs de thèse. Et Yann Brenier m'avait lourdement recommandé d'aller faire ma thèse avec Lyons. Et donc c'était vraiment, j'avais pas les moyens de me repérer moi-même, de savoir où j'allais. Pourquoi d'ailleurs j'avais fait des équations dérivées partielles? C'était venu dans le cadre d'une... D'abord, je m'étais plutôt réorienté en analyse en première année, partie parce que le cours d'algèbre était tellement dur que j'avais juste pas la motivation pour le bosser. Le cours de Pierre Colmez, waouh! Et puis, partie parce que, je sais pas, ça me convenait mieux. Alors, j'étais très peu studieux dans la fin de ma première année. Je passais beaucoup de temps à sécher les cours, à écouter des chansons et de la musique classique, et à faire des anagrammes, et à prendre le thé avec les littéraires. C'était la grande découverte pour moi, les littéraires à l'ENS et tout ça. Et puis, donc, pour diverses raisons, j'étais plutôt orienté en analyse. Et quand il y a les choix de DEA, je m'oriente en équation dérivée partielle, ce qui avait surpris pas mal de mes camarades. Une des raisons était la volonté de faire un sujet avec des applications concrètes et directes. Et ça correspondait un peu à une petite crise existentielle, genre finalement, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me lance dans la recherche? Pour être utile, oui. Il y avait une question d'utilité. Oui, il y avait une question d'utilité qui n'est pas si courante quand on se lance dans la carrière mathématique et pas si courante à Normal Sup. et ça avait surpris mon directeur de thèse, ça avait surpris quand j'avais dit à quoi c'est appliqué, est-ce que c'est vraiment utile et tout ça, ça avait surpris que je pose ces questions-là. Donc il y avait vraiment une petite crise existentielle, une crise de vocation, une crise de foi qui correspondait à ce moment-là, correspondait aussi à mes activités sociales, si je puis dire. Et puis, dans la présentation des DEA, comme on disait alors, les diplômes d'études avancées, l'ancêtre des masters, ce grand charmeur d'Henri Berestiki nous avait expliqué que avec ce DEA d'analyse numérique à Paris 6, si on voulait plus tard faire de la biologie mathématique, de la vraie biologie mathématique, c'était la formation à suivre. Elle me dit, waouh, la biologie, finalement, c'est peut-être ça mon avenir. Je vais faire la mathématique des écosystèmes, je vais me plonger dans l'étude des organismes vivants avec la mathématique et tout ça.
Bon, finalement, j'ai pas fait de mathématiques biologiques. En tout cas, je me suis lancé dans de la physique mathématique. Et finalement, ma thèse, c'est bien plus par amour de l'équation que par recherche de l'utilité qu'elle s'est faite. Mais au début, comme ça. Si tu veux, c'était ces deux attraits qu'avaient suivi pour moi les EDP, pouvoir faire de la biologie et être utile. EDP, les équations des partielles, c'est un peu ça, quelque chose qui vient tard dans le cursus. En vrai, ça demande beaucoup d'outils préliminaires si on veut s'y coller. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de sous-théories et un nombre considérable de recettes. Donc, c'est très, très dérangeant pour les gens qui viennent de domaines beaucoup plus structurés, de la géométrie ou de l'algèbre. On peut leur dire, il n'y a pas une théorie d'EDP. Il y a 20 théories différentes, des outils de ci, de là, des correspondances. Et on se retrouve sans arrêt à manier des outils sophistiqués, mais avec des moyens plutôt élémentaires. Donc, on est là à faire nos petits calculs, nos petites intégrations par partie, nos différenciations. Donc, c'est une forme d'esprit assez particulière. Et on a du mal, en tout cas, quand je suis rentré, même après tout le bagage des classes préparatoires, j'étais pas du tout outillé pour apprécier qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant là-dedans. Et alors, pour la direction de thèse, pour diverses raisons, la direction de thèse a été très légère, très peu pesante. Léon s'était très occupé lui-même dans le sillage de la médaille Fields. Il avait beaucoup d'activités, pas seulement purement mathématiques, mais aussi en milieu industriel et tout ça. Moi-même, j'étais très actif comme caïman, donc très occupé à plein de choses. J'étais le plus souvent à l'ENS, dans le 5e arrondissement, tandis que lui était à Dauphine, à Paris-Dauphine, dans le 16e arrondissement. Donc, on se voyait que de temps en temps, et ça m'allait bien. Et je me suis retrouvé assez tôt dans une situation à rechercher pas mal d'autonomie, à discuter avec les uns avec les autres. Et une particularité de mon parcours, c'est que je me suis retrouvé à avoir en pratique plusieurs directeurs. Pas directeurs de thèse officiels. Les officieux. Oui. Pour moi, j'ai eu, rétrospectivement, si on regarde ma thèse, elle est soutenue en 98, c'est comme s'il y avait 4 maîtres. Lyons lui-même, Yann Brenier, qui m'a influencé pas seulement en tant que tuteur, mais aussi beaucoup dans ses directions de recherche et dans le style des problèmes. Michel Ledoux, probabiliste toulousain, probabiliste analyste toulousain, qui a aussi une grande influence. Et puis Éric Carlen, qui à l'époque était professeur à Georgia Tech, spécialiste de physique mathématique, d'analyse américain. Et ils m'ont tous apporté quelque chose et c'était complémentaire. Assez différent, hein. Lyons aimait les problèmes extrêmement rugueux, ceux sur lesquels on a très peu de prise, très peu d'outils. On travaille avec les moyens du bord. Faut tout construire, quoi. Faut tout construire. Il y a très peu d'estimation. Alors que Yann Brenier aimait beaucoup les problèmes simples, les choses où on peut avancer sans beaucoup de bagages, où il n'y a pas beaucoup de technique. Ledoux et Carlen, eux, étaient plutôt sur des paysages extrêmement structurés, avec des inégalités dans le monde gaussien, des façons de voir les problèmes avec où on s'intéresse aux constantes optimales dans telle inégalité, tous les liens entre telle et telle problématique. Ils venaient avec des regards eux-mêmes un peu différents. Et dans ma thèse, on voit les influences de ces 4-là, plus quelques innovations propres, hein, comme il est normal, mais il y a vraiment une synthèse de style qui s'est faite. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as étudié dans ta thèse? Alors, ma thèse tournait donc autour de la théorie cinétique des gaz et des plasmas, comme je disais dans le titre que tu évoquais tout à l'heure. Et les deux grandes théories sont d'une part théorie collisionnelle, c'est-à-dire on s'intéresse aux collisions dans les plasmas, différente de la théorie non collisionnelle des plasmas, ce qu'on appelle l'équation de Vlasov, équation de champ moyen, que tu connais bien aussi, et qui m'a occupé bien plus tard, quand j'ai travaillé sur l'amortissement Landau avec Clément Mouot. Donc à l'époque de ma thèse, c'était vraiment les équations de collision, donc équations de Boltzmann,
ou équation collisionnelle de Landau, qui décrit quand il y a des électrons dans les plasmas qui s'approchent suffisamment près pour que c'est une déviation forte et que ça ressemble à une collision. Et donc, que ce soit dans les gaz, dans les plasmas, c'est modélisé par des équations non linéaires, avec une non-linéarité quadratique, ce carré correspondant au fait que les collisions, que les particules se tapent les unes contre les autres, donc des collisions binaires dominent, et une particule contre une autre. Et il y a un aspect probabiliste, si tu veux. Là, on s'intéresse aux répartitions des particules dans l'espace des phases. Probabilité d'avoir telle vitesse, probabilité d'avoir telle position. Une composante mécanique des fluides, parce qu'évidemment, on décrit des gaz, des plasmas qui sont des fluides en un sens et qui sont donc très liés aux équations des fluides correspondantes. Et puis, il y a des questions fondamentales de physique statistique, donc on s'intéresse à beaucoup de particules. Quand on a un gaz qui est fait de milliards de molécules, qu'est-ce qu'on peut dire ? Et ce thème du grand nombre est très important. Et c'est un sujet très riche. Et dans ma thèse, j'avais commencé à en explorer différents aspects, des aspects analytiques, qu'est-ce qu'on peut dire sur la régularité de la solution, est-ce qu'elle va être genre continue ou pas, est-ce qu'on peut construire des solutions même quand c'est pas régulier. Alors par exemple, j'avais dans ma thèse, il y avait des estimations nouvelles sur la régularité automatique impliquée par le processus de production d'entropie. Au fur et à mesure des chocs, il y a de l'entropie qui est produite et le simple fait que ce processus soit en cours impose une petite bout de régularité sur les solutions. Bon. L'entropie, pour les auditeurs, je rappelle, c'est une quantité qui mesure le désordre, on va dire. Une forme de désordre, absolument. Désordre et information. C'est les deux mots-clés, absolument, qui viennent avec l'entropie. J'avais fait le lien avec ce qu'on appelle la théorie de l'information et qui a été développée dans le cadre des transmissions du signal en montrant comment certaines inégalités célèbres de Claude Shannon et de ses successeurs pouvaient être adaptées dans le cadre de l'équation de Boltzmann. J'avais établi certaines formules en certains cas particuliers pour l'équation. Il y avait une toute petite partie sur des schémas numériques en collaboration avec des spécialistes de calcul numérique. Et tu codais ? Non, j'ai jamais codé, mais j'ai souvent, à plusieurs reprises, travaillé en collaboration avec des spécialistes. Et là, dans le travail que j'avais publié avec Giuseppe Toscani et Lorenzo Pareschi, c'était une analyse, si tu veux, de type analyse numérique, méthode spectrale c'était la mode, le développement des méthodes spectrales. Étudier les propriétés du schéma. Étudier les propriétés du schéma, voilà. Okay. C'est ce qu'on apprend, quand est-ce qu'un schéma est cohérent, quand est-ce que l'approximation, alors c'est quoi les mots-clés, consistant, je sais plus quoi. Donc, en version un peu simplifiée, le schéma, c'est ce qu'on va construire pour faire une approximation de la solution de l'équation qu'on cherche à étudier. C'est-à-dire que si on n'a pas accès à la solution en elle-même, par exemple, on n'est pas capable de l'expliciter, on va utiliser les ordinateurs pour construire donc un programme qui va s'en approcher. Et donc, l'analyse numérique, c'est étudier à quel point ce programme qu'on a construit marche bien, attrape la bonne solution, voilà. Comment il s'en rapproche, etc. Et d'ailleurs, Pierre-Louis Léon, s'il voyait une justification importante de faire de l'analyse, si tu n'as pas une bonne théorie d'analyse, tu n'as pas une bonne analyse numérique. Tu ne sais pas faire les théories du schéma. Tout à fait, c'est sur ça qu'on s'appuie en général pour ensuite prouver les propriétés du schéma. Une des grandes blessures narcissiques de la science d'aujourd'hui, c'est l'incapacité d'expliquer les excellents résultats des algorithmes d'intelligence artificielle. Oui. Et c'est un problème d'analyse numérique, si on veut. Évidemment, il y a toujours plusieurs niveaux d'approximation. À la fin, quand c'est sur l'ordinateur, par exemple, c'est pas des nombres réels, ce sont des nombres en binaire avec juste une certaine précision. Il y a eu telle et telle opération. Et en analyse numérique, on se situe quelque part entre les deux, entre le monde abstrait de la vraie équation qui tombe juste et le monde des ordinateurs. Et pour une équation donnée, il peut y avoir 10 et même davantage de façons de l'encoder, de le mettre sur les ordinateurs. Et les uns et les autres vont défendre que telle méthode est meilleure, telle plus adaptée, etc. Donc j'en avais fait un petit peu de ça, de cette analyse numérique dans ma thèse. Il y avait beaucoup d'articles.
je ne sais plus, il doit y avoir une bonne dizaine d'articles, ce qui est... Ce qui est impressionnant, étant donné qu'en plus, ça a été sur une période courte, finalement, puisqu'il Ouais, il y a eu un moment où tu étais un petit peu dans d'autres occupations. C'est le diesel, quoi. J'ai commencé tard et puis à toute vitesse. Il devait y avoir... c'était une thèse de plus de 400 pages, ce qui est inhabituel en mathématiques. C'est à peu près le double du classique. En général, ouais, on est à 200 pages, 150, 200 pages. Ouais. Il y a des domaines universitaires dans lesquels ils font des thèses de 500, 800 pages, etc. Mais en mathématiques, c'est inhabituel. Et donc, il faut y voir vraiment la passion et l'obsession que ça représentait pour moi à la fin. Et par rapport au sujet initial de thèse, Pierre Lulians n'avait pas défini un sujet très précis. Il avait dit, voilà, tu vas t'intéresser à l'équation de Boltzmann et tu vas réfléchir à telle question. Il m'avait donné 4 ou 5 questions. Et sur les 4 ou 5 questions, j'en avais, je pense, il y en avait 2 qui avaient été résolues dans la thèse, une à moitié, les autres pas du tout. Mais ce qui était le partie la plus intéressante et la plus importante de la thèse n'était pas dans ces questions-là. C'était un truc qui était venu ensuite. Avec souvent comme ça que ça marche. Voilà, souvent comme ça que ça marche. La partie dont je suis la plus fier, celle qui était la plus innovante, et qui était parue dans la revue la plus prestigieuse à l'époque, c'était dans Communications in Mathematical Physics, qu'on connaît pour être une revue de physique mathématique qui tient le dessus du panier. C'était une estimation en lien avec la vitesse de retour à l'équilibre pour l'équation de Boltzmann, dans certains cas particuliers, et qui reprenait certains éléments des uns des autres, mais qui étaient bien meilleurs que toutes les autres. J'avais été inspiré par les travaux d'Éric Carlen, mais ça améliorait beaucoup. Je me souviens très bien du moment où Carlen me rend visite à Paris, dans mon bureau, et je lui montre ça, et il se retrouve là, complètement piqué au vif. Mais comment tu fais ci? Mais comment c'est ça, ci, ça? Et je me souviens très bien, il n'avait même pas enlevé son imperméable. Il était resté là, comme ça, jusqu'à ce qu'il se convainque que ça marchait vraiment, qu'il y avait une vraie estimation bien meilleure que ce qu'il pouvait faire. Et c'est à la suite de ça qu'il m'a ensuite invité, qu'il a accepté de faire partie de mon jury de thèse, puis qu'il m'a invité à Georgia Tech, qui était mon première invitation aux États-Unis, puis qui m'a réinvité pour être assistant professeur là-bas. Donc il y avait quelque chose qui s'est passé vraiment pendant la thèse à ce moment-là. La thèse s'est faite pour une bonne partie en collaboration, et dans la suite ça a été encore plus le cas. Mes collaborateurs de l'époque étaient Giuseppe Toscani, professeur à Pavie. On a fait plusieurs travaux ensemble. On avait dû écrire 4 articles ensemble, mais le travail sur l'entropie, il avait été fait avec lui. Et mon autre collaborateur privilégié, c'était Laurent Desvillettes, avec qui on avait beaucoup travaillé. Et le travail avec Toscani s'appuyait sur le travail avec Desvillettes. D'accord. Donc ces deux-là, dès le début, ont été des collaborateurs extrêmement importants. Et alors, puisqu'on est dans les souvenirs et un peu l'entrée dans le domaine, je me souviens de pas la première, mais l'une des plus importantes présentations en colloque. Présentation devant tout le gratin du sujet, et dans laquelle je présentais l'estimation sur l'entropie, celle que j'évoquais. Qu'on appelait à l'époque, il y avait ce sujet qu'on appelait conjecture de Cerciniani, et savoir s'il y avait une certaine relation entre entropie, production d'entropie. Enfin bon. Et cette conjecture, on savait qu'elle était fausse. L'estimation que je prenais avec Toscani montrait qu'elle était presque vraie. Et donc, je me souviens très bien de ce colloque. J'étais junior et j'étais dans les petites contributions invitées, là, tu vois, genre j'avais, je sais plus, mais genre j'avais que 25 ou 30 minutes, là où les plus seniors avaient 1 heure et tout ça. Donc le temps était compté, je pouvais le faire que par, il fallait être transparent parce que c'était trop rapide, ou la configuration de la salle, je sais plus. Et la plupart des spécialistes me découvraient à ce moment-là. Et j'ai ce souvenir de la façon, enfin, je vois entre avant et après la conférence, la différence de regard,
des uns des autres sur moi, de Carlo Cercignani qui était là justement, de Pulvirenti et les autres. Et donc, c'est un peu comme dans n'importe quelle communauté probablement où tu évolues. Il y a le moment où tu grimpes en considération, ça se fait par petits sauts. Il y a des occasions, le machin où tu présentes ci, le machin où tu fais ça, le machin où tu envoies tel article et les regards qui changent. J'ai la même impression, je l'ai eu en 2006 au Congrès international de Madrid. La façon dont les gens me regardent après ma conférence, j'étais un des conférenciers invités, et dans la façon dont ils me regardent, je comprends, je suis dans la course pour la médaille Fields 2010. Parce que, visiblement, l'exposé avait marqué certains, se sont dit, oui, là, il y a quelque chose, et tu sais, comme ça fonctionne par domaine. Oui, tout à fait. On y reviendra tout à l'heure. Ok, parfait. Merci de nous avoir expliqué les sujets qui t'ont intéressé pendant ta thèse. Ça nous permet de conclure cette première partie sur ton parcours avec ton doctorat. Et on va maintenant passer au reste de ta carrière qui, comme je le disais, revêt de multiples facettes. Et voilà qui conclut cette première partie de notre entretien. Dans la seconde partie, on reviendra sur les coulisses de sa médaille Fields, ses nombreuses activités de vulgarisation, les raisons de sa reprise de la recherche, ses réflexions sur l'intelligence artificielle et plus encore. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour écouter la suite. D'ici là, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, même si vous nous écoutez traditionnellement par d'autres canaux. Ça prend très peu de temps, mais ça aide énormément. N'hésitez pas également à aller liker, commenter sur la chaîne YouTube du podcast, d'autant qu'il n'est pas impossible que je publie des extraits vidéo de cet entretien qui a été filmé. Comme toujours, c'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.